Victoria Mboko est la reine de Montréal. Son parcours Cendrillon se termine avec son premier titre en carrière. Et voilà, c'est de cette façon-là que ça s'est terminé hier en 3 manches de 2-6, 6-4 et 6-1. Victoria Mboko qui triomphait à l'Omnium Banque Nationale et du même coup qui réussissait à vaincre une de ses idoles, Naomi Osaka. Ouais, une première à Montréal pour une joueuse, parce que Bianca Andreescu avait gagné, mais à Toronto, là, c'est à Montréal, première consécration pour une Canadienne à 18 ans, 348 jours, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on comptabilise, bien sûr, là, qui sont dans les plus jeunes à jamais avoir accédé à une finale comme celle-là. Elle devient donc la plus jeune à triompher de l'Omnium avant Bianca Andreescu, il y a 6 ans, qui avait 18 ans, mais un peu plus de jours, là, si je ne m'abuse. Et là, on a un parcours Cendrillon, comme on entendait Félix le dire, parfait, là, presque parfait. T'sais, le scénario encore mieux que ce qu'on pouvait s'attendre. Victoria Mboko, presque personne n'en parlait avant le début du tournoi. Quelqu'un qui est arrivé là sur invitation devait poursuivre une espèce de parcours qui était prometteur, des belles performances. Mais je veux dire, elle avait participé à 5 tournois WTA, toutes catégories confondues, depuis le début de sa carrière et depuis le mois de mars. On se comprend, là. Ça fait pas des années qu'elle évolue dans le circuit. Elle vient à peine de commencer. Et là, finalement, elle réussit à se rendre en finale et à gagner un tournoi de la WTA 1000, qui, je le rappelle, sont tout juste après les 4 tournois du Grand Chelem là, en termes d'importance de points. Ce qui explique qu'elle devrait se retrouver comme la joueuse de tennis la mieux classée de tout le Canada aujourd'hui, en 25e position, devant là, les Félix Auger-Aliassime, les Leila Fernandez, les Denis Shapovalov de ce monde, qui continuent de briller pour le Canada sur la scène du tennis. Mais on a quand même, de par ce coup d'éclat, une nouvelle étoile qui est née. Puis ça, c'est assez propre, Alex, au tennis comme sport. Là. Je veux dire, il y a des joueurs dans des sports d'équipe ou encore même au golf, tu remportes un tournoi, d'accord, tu commences ta réputation. Au tennis, quand tu réussis là, à vaincre tout le monde dans un tournoi d'une envergure comme celui-là, de te rendre en finale, de triompher, tu deviens une étoile du jour au lendemain. Là. C'est vraiment une progression fulgurante. Puis j'essayais de me mettre hier dans la peau d'une jeune joueuse, d'un jeune joueur de 18 ans qui, du jour au lendemain, la foule hurle ton nom, les gens scandent tes louanges avec des affiches de ta face dans les estrades. Tout le monde va te connaître à Montréal puis à Toronto puis dans l'ensemble du Canada. Pour les prochaines années à venir, tu viens de faire des centaines de milliers de dollars. Hey, ta vie bascule, puis pas à peu près. Ta vie bascule et il va falloir qu'elle soit bien encadrée. Puis j'entendais les commentaires de son père hier, qui est un gars très terre-à-terre. Là, vous l'avez certainement vu dans les gradins de l'Omnium Banque Nationale. Là, autant où sa mère était très énergique, mais lui, il était assez stoïque jusqu'à la victoire. Et essentiellement, ce qu'il disait, c'est il y a eu beaucoup d'histoires dans le tennis où, tu sais, du jour au lendemain, comme tu le décrivais, la vie de certains joueurs change. Et là, ils se laissent emporter par une espèce de frénésie et perdent leur focus. Alors, j'ai l'impression que son entourage familial, qui a l'air très tissé serré, va s'assurer que Victoria Mboko garde les 2 pieds sur terre. Parce que oui, sa vie va changer. Aujourd'hui, il y a des commanditaires qui vont vouloir s'associer à elle. Moi, je reste quand même... parce que, tu sais, quand on dit sa vie va changer, juste une donnée, lorsqu'on va remettre à jour le classement, là, elle va être à peu près autour de la 25e place du classement WTA. En décembre passé, elle était 350e au monde. Okay? Il y a 12 jours, là, tu fais un vox pop dans la rue, là, tu demandes aux gens qui est Victoria Mboko, possiblement que personne, ou une poignée de gens auraient pu répondre. Maintenant, il faut absolument parler de Naomi Osaka, qui, honnêtement, a eu une attitude épouvantable hier sur le court central. Ça a d'ailleurs créé une controverse d'après le match. Ben oui, parce que là, pendant toute la partie, je vous dirais, autant où elle a été solide au premier set, là, lorsqu'elle l'a remporté 6-2, mais après ça, elle a semblé très dérangée par la foule, irritée, a lancé sa raquette, a babouné. Après ça, là, tu l'as vu, là, assis sur le banc avec sa serviette sur la tête. Là, tu te dis, voyons aussi, pourtant, c'est une joueuse extraordinaire, Naomi Osaka, là. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment déplorable qu'elle n'ait même pas la classe de s'adresser plus qu'à peu près une vingtaine de secondes à la foule de Montréal. Après, je comprends la foule là, malmenée, mais ça fait partie de la game, ça fait partie du sport. Ben oui. Alors là, elle se présente au micro, elle baboune, et elle félicite pas Victoria Mboko sur le coup. Alors que c'est son idole.
Je m'en fous qu'elle soit triste. Ouais. Ça fait partie du jeu. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent Non, mais c'est parfois. triste de ne pas avoir cette fougue-là de dire, hey, c'est un jeu, c'est triste. Puis en mais plus, c'est- l'autre te dit, hey, t'es mon idole. Oui. Jouer contre toi, c'est un privilège. Ça va arriver dans la vie des fois qu'on se fait battre par des plus jeunes. Ça fait partie de la game. Ouais. Et qu'elle ait même pas eu la classe de féliciter Victoria Mboko. De ce que j'en comprends, elle l'a fait par la suite via communiqué. Via communiqué à peu près 90 minutes plus Ouais. tard, mais elle a quand même annulé le point de presse là, Ah, c'est auquel vrai, elle elle a était pas rencontré censée. les médias. C'est ça, elle n'a pas rencontré les médias, envoyé un communiqué à la place. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de la féliciter, c'est un oubli, je m'en excuse. Donc, la félicite de manière interposée. Puis comme tu le dis, la fin du match, on sentait tellement la frustration de Naomi Osaka, puis pas juste sur les lignes de jeu là, vers la fin. C'était dans tout ce qu'elle faisait, jouait ses balles extrêmement rapidement. Elle avait l'air quasiment de vouloir se débarrasser là, de la balle lorsqu'elle l'avait, puis d'en terminer au plus vite avec tout ça. Et d'ailleurs, en lien avec ça, Félix Séguin, qui était à la description du match, a fait une ligne extraordinaire. M'a dit, coudonc, son jet privé part-tu à 8h30? Es-tu pressé? Parce qu'elle jouait ses services tellement rapidement. Mais vraiment, ça, c'est mon petit bémol. Ceci étant dit, on ne laissera pas ça ruiner notre belle fête et la victoire de Victoria Mboko. C'est une étoile qui est née. C'est une expression qui s'applique très, très bien à sa nouvelle réalité. Puis je suis convaincu que ça va avoir des répercussions importantes sur le tennis canadien, qui se porte vraiment très, très bien, là. Mais, tu sais, il y a plusieurs jeunes qui ont regardé le match, peut-être avec leurs parents hier. Ça a peut-être allumé une petite flamme chez ces jeunes-là, qui vont vouloir devenir, à leur tour, un jour, une jeune Victoria Mboko. Et François Blanchet, ailleurs dans l'actualité, Alexandre, quoi qu'il était aussi à l'Omnium Banque Nationale, je l'ai vu sur les images, rencontre l'ambassadeur des États-Unis et, dans son esprit, là, ne croit plus à une entente proche avec les Américains. Oui, il est revenu sur une rencontre qu'il a eue mercredi avec l'ambassadeur américain Pete Hoekstra. Puis peut-être que vous vous souvenez de M. Hoekstra, c'est celui qui avait affirmé là, dans un point de presse que le président n'aimait pas la manière dont répliquaient les Canadiens, puis que de bannir les alcools américains de nos tablettes, c'était très mal. Mais c'est lui qui l'a rencontré dans sa résidence, qui se trouve sur la rivière des Outaouais, hein, dans le coin de Gatineau, et en le rencontrant, est allé prendre le pouls un peu d'à quel point les négociations avancent ou pas. Parce qu'on se comprend, François Blanchet est un membre d'un chef de l'opposition, hein, c'est pas lui qui fait les négociations directement, mais veut quand même rendre des comptes. Et là, selon ce qu'il a affirmé, il dit qu'il s'est présenté chez lui, que M. Hoekstra a fait des blagues sur l'indépendance du Québec rapidement, là, en disant « Vous pouvez vous stationner où vous voulez, vous, les Québécois. » Ça a l'air que c'était une bonne boutade que M. Blanchet a bien pris, mais que ça lui a prouvé qu'il avait fait ses devoirs quand même, hein, qu'il connaît la situation distincte du Québec dans le Canada. Et c'est d'ailleurs là-dessus là, que M. Blanchet, essentiellement, s'est entretenu avec lui. Là. Voulu garder des pans de la conversation secrète en disant, nous, on veut que les industries québécoises continuent de rayonner, on veut absolument mettre de l'avant l'hydroélectricité du Québec. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que du côté de M. Blanchet, on dit « J'ai aucune information à l'effet qu'il y aurait des véritables négociations. Je doute qu'il y ait des développements d'ici de la fin de l'été. Il n'y aurait pas de tractation secrète, peu importe ce que dit Dominique Leblanc, l'un des ministres du fédéral en ce moment, qui s'occupe en grande majorité de ces fameuses négociations. » Ça vient quand même jeter un doute là, sur les efforts de coulisses qui sont mis de l'avant par Mark Carney. Parce que c'est ce qu'on dit. Hein. On dit, nous, on cache notre jeu, on monte pas nos cartes, les Canadiens, on négocie, vous allez voir, ça va finir par donner quelque chose. Mais en ce moment, on a un ambassadeur qui dit « Oh, M. Trump, ça ne devrait pas brasser ici dans les prochains jours, il doit s'occuper de la Chine et d'autres problèmes. Les Canadiens, mettez-vous en file. » C'est sûr que c'est deux histoires, deux versions qui sont contradictoires un tout petit peu, Alex. On cache notre jeu, on a des beaux slogans, on lève les coudes. Et là, pendant ce temps-là, t'as Mark Carney qui essaie un peu d'apaiser la situation. Puis qui veut pas trop répliquer. Il y a vraiment là une stratégie très, très, très passive dans ce contexte-là. Plutôt que d'instaurer d'autres contre-tarifs, il dit, regarde, une seule économie plutôt que 13 au Canada. Ouvrons d'autres marchés. Essayons de ne pas provoquer l'ours qui dort. Là, parce que le Donald est un peu susceptible. Et là, pendant ce temps-là, quand je vous disais qu'il y avait peut-être une petite fissure qui commençait à apparaître dans la stratégie de communication canadienne, et là, t'as le bon Doug Ford qui, lui, s'en va sur les ondes de CNN. Avec le Wolf Blitzer, comme il le fait souvent. Avec The Wolf. Et là, il s'en va dire... Donald Trump, c'est le politicien le plus haï au Canada.
Alors là... Mais est-ce un mensonge? Non, c'est pas un mensonge. Mais tu sais, quand je vous dis ne pas nécessairement Provoquer réveiller l'ours qui dort, cette déclaration-là va se rendre aux oreilles de Donald Trump. Et quel impact ça pourra avoir? Est-ce que ça va le provoquer un peu comme ça l'avait provoqué quand Ford avait menacé de fermer le breaker puis de couper l'alimentation en électricité aux États-Unis dans toute cette guerre tarifaire? Il avait dû reculer très rapidement. Puis, tu sais, je vous ferai remarquer, là, les entendez-vous beaucoup, les ministres du gouvernement Carney? T'sais, pas tant que ça. Il y a quelques entrevues très nichées, que ce soit de François-Philippe Champagne, que ce soit de Dominique Leblanc. Mais les communications ont vraiment été centralisées auprès de Mark Carney. C'est lui qui porte ce dossier-là. Et quand il porte, il dit pas beaucoup. Là. Non, il est très prudent dans ses commentaires. Alors moi, je suis pas convaincu qu'à l'interne, on est très, très, très content de la sortie de Doug Ford là, qui est allé sur les réseaux américains commencer à dire à quel point on haïssait l'empereur Donald. C'est très Doug Ford en même temps. Hein? Oui, un politicien qui s'approche en plus. C'est ce qui est drôle. Il y a un style qui, sans être exactement comme M. Trump, il y a pas les des mêmes similitudes. Là, exact. Il y a des similitudes dans la manière dont il brasse la cage un peu en politique. Ouais. Bon, on va rester aux États-Unis où on assiste à une campagne très agressive de recrutement pour ICE qui cherche d'ailleurs ce qu'on qualifie de patriotes. On cherche des patriotes et on cherche à secouer aussi avec cette campagne choc qui est mise de l'avant par Immigration and Customs Enforcement, mieux connu sous le nom de ICE, cet acronyme aux États-Unis. C'est eux qui sont derrière, bien sûr, là, oui, tout ce qui est déportement des immigrés illégaux qui sont aux États-Unis. C'est également eux que vous avez pu voir peut-être dans des extraits sur le web là, qui sont des extraits chocs où on les voit là, débarquer là, dans des garderies, des restaurants, des exploitations agricoles, puis se mettre à juste embarquer les gens, là, les arrêter sur le champ, puis les embarquer, tous ces sans-papiers. C'est des images qui ont choqué les défenseurs des droits de la personne aux États-Unis, des gens un peu partout à l'international. En même temps, ça fait très plaisir à la base républicaine, très dure sur l'immigration aux États-Unis. Là. Et on recherche en ce moment au-dessus de 10 000 nouveaux agents qu'on va venir ajouter à ICE avec quand même une énorme enveloppe. Là. 75 milliards de dollars qui a été donné par le Congrès et Donald Trump à ICE pour qu'il fasse le recrutement. Ça fait d'eux la force de police la mieux payée du pays avant le FBI désormais. Ils ont dans les plus grosses enveloppes budgétaires de tous les États-Unis et ils donnent des espèces de 50 000 dollars de bonus aux recrues pour que tu viennes t'enrôler. Là, semble-t-il que c'est des nombres qui gonflent. Il y a beaucoup de candidatures qui sont venues. Mais on reprend aussi l'iconographie de la Première Guerre mondiale. Tu sais, le fameux Uncle Sam, là, votre patrie a besoin de vous. Tu sais, en pointant du doigt, on reprend toute cette iconographie-là. Et c'est, en tête de tout ça, Kristi Noem, qui est la ministre de la Sécurité intérieure, qui est une fidèle de première heure du président Trump. Vous vous souviendrez peut-être, c'était la femme qui, en pleine campagne électorale, on apprenait qu'elle avait tiré son chiot dans la tête avec un fusil parce qu'il obéissait pas. Tu sais, c'est des histoires vraiment... Une bonne personne. Ouais, une personne spéciale. Personne équilibrée. Qui, d'ailleurs, toute cette saga-là, puis ce recrutement-là, vient donner beaucoup de munitions à une émission qui brasse pas mal la cage en ce moment aux États-Unis. C'est South Park qui ont repris d'ailleurs des images directement de Kristi Noem qui la dépeigne en espèce d'agente complètement folle de ICE qui débarque partout, cogner tout aux portes puis arrêter tout le monde. Bref, on a une émission qui a pas froid aux yeux, hein, comme d'habitude, puis qui vient brasser la cage. Ça dérange d'ailleurs là, certains républicains, dont J.D. Vance, le vice-président, qui a repartagé sa propre présence à cette émission-là. Mais reste que ICE, va être en croissance, puis va intervenir de plus en plus des scènes, comme on en a vu, comme ça, d'arrestations massives. On risque d'en voir d'autres. Il y a d'autres gros dossiers sur le bureau du président américain. Bon, il y a toute la question de la guerre en Ukraine, possibilité de rencontre avec Vladimir Poutine au cours des prochains jours, une rencontre qui exclurait toutefois Volodymyr Zelensky. Et l'autre gros dossier, c'est toute l'histoire, bien sûr, de cette guerre à Gaza. Et là... on a eu peut-être des précisions sur les intentions de Benjamin Netanyahou qui dit « Oui, j'ai l'intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais pas de la gouverner. » Et ni de la contrôler ou de la garder là, pendant une longue période. C'est ce qu'il a affirmé, entre autres, là, sur les ondes de Fox News, où il était en entrevue. Tout ça après une réunion de son cabinet de sécurité, là, qui a fini par approuver, dans la nuit de jeudi à aujourd'hui, le plan qui était présenté par Benjamin Netanyahou par un vote à la majorité. Ça, c'est intéressant de le savoir, là, dans un cabinet de guerre qui est composé par le premier ministre, le président lui-même. On a
la dissension à l'intérieur même. On l'avait vu, le lieutenant-général Eyal Zamir, qui fait partie de l'état-major de l'armée israélienne, avait lui-même exprimé des réserves quant à une occupation complète du territoire à Gaza. Parce qu'il faut comprendre qu'en ce moment, c'est à peu près une occupation 75% de la bande de Gaza du côté de l'armée israélienne, mais les régions qui sont le plus peuplées en ce moment, où il y a les gros camps de réfugiés, des villes principales, même si elles sont complètement en ruine, on se comprend, il n'y a plus un bâtiment qui se tient dans la bande de Gaza, il reste que c'est des endroits qui ne sont pas contrôlés directement par l'armée israélienne. Et là, on a imposé des conditions, là. Eux veulent désarmer le Hamas, le retour de tous les otages, qu'ils soient vivants ou morts, démilitariser la bande de Gaza, faire des contrôles sécuritaires israéliens, puis qu'il y ait une administration civile alternative qui soit mise en place par les Palestiniens. Mais c'est pas ni le Hamas, ni l'autorité palestinienne qui veut former son gouvernement qui pourrait la mener. Bref, ça doit se jouer sous les conditions complètes des Israéliens. Puis c'est une opération qui risque d'entraîner pas mal d'autres catastrophes humaines. C'est surtout ça qu'on souligne. Plus de décès, plus de morts, plus de blessés, plus de famine, un peu partout, même si Benjamin Netanyahou affirme que son armée va distribuer de l'aide humanitaire dans les zones hors des combats, tout en avançant dans la bande de Gaza. À voir le total de la souffrance là, qui continue de s'accumuler depuis déjà un bon moment. On risque d'en avoir encore plus avec une occupation complète. Et ça a été un point tournant dans l'opinion publique, je crois, toutes les images de famine qui ont fait le tour du monde. Je vais vous résumer la situation de manière très, très simple. Le problème avec Bibi, c'est qu'il ne dit pas la même affaire en anglais puis en hébreu. Voilà. C'est qu'il ne dit pas la même chose. Quand il vient en anglais puis il dit non, j'ai pas l'intention, j'ai pas l'intention de gouverner la bande de Gaza, juste la contrôler, s'assurer que c'est sécuritaire, c'est une chose. Mais en hébreu, il va plus loin. Il parle même que ça pourrait représenter une colonie, la bande de Gaza. Alors là, puis d'espèce de déléguer la gestion de la bande de Gaza à un pays, par exemple, un pays arabe. OK, mais en échange de quoi? Est-ce que c'est Israël qui va quand même tirer les ficelles? Mais non, je ne gouverne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu sais, quand on a l'impression qu'on est face à deux discours, ben là, c'est sûr qu'on peut comprendre les craintes et les questionnements, mais on est très, très loin d'une sortie de crise, en tout cas à court terme, là, du moins pour la bande de Gaza. Revenons chez nous, Alexandre. On assiste à une montée spectaculaire de la souveraineté chez les jeunes. En tout cas, c'est ce que démontre un autre sondage. Oui, parce qu'un sondage léger en juin dernier avait révélé qu'il y avait un fort appui à la souveraineté chez les jeunes. Ça continue de monter selon un sondage CROP de la presse cette fois-ci. On parle de 56% des 18 à 34 ans qui seraient désormais favorables à l'indépendance du Québec. On pointe vraiment là, la situation tarifaire, mais surtout l'espèce de capacité d'Ottawa qui est entachée en ce moment à prendre des décisions, à venir affecter le quotidien des jeunes au Québec qui se sentent loin de la capitale fédérale, qui se sentent loin des programmes fédéraux, qui se sentent loin du Canada de manière générale. Et chez les francophones, bien sûr, c'est à 50%. La souveraineté de manière globale, c'est 22% seulement des non-francophones qui y adhèrent. C'est évidemment la plus grosse comme dissonance, là, différence qu'il y a entre des critères démographiques. Encore une fois, quand on est dans la région de Montréal, c'est à 38%. Dans la région de Québec, 45%. Quand on est dans le reste de la province, 49%. Ça monte. Et on a, de manière globale, c'est 44% des gens au Québec qui sont en faveur de l'indépendance. C'est des chiffres qui sont non seulement considérables, mais qui reviennent quand même dans un territoire pré-référendaire, là, en 1995. Donc, c'est des niveaux qui n'ont pas été vus depuis un bon moment. Est-ce que ça pourrait être du carburant pour les prochaines élections pour ici, Paul Saint-Pierre Plamondon? Ça se pourrait. Ben, il faut. En fait, il faut. C'est pas compliqué. Paul Saint-Pierre Plamondon doit matérialiser ce regain d'intérêt pour la souveraineté, mobiliser les jeunes. Le pourcentage de la clé pour ce qui est du Parti québécois, ou en tout cas une des clés pour le Parti québécois, ce sera de s'assurer que les jeunes votent massivement lors de la prochaine élection, de les mobiliser. Et après ça, ben oui, ça peut se concrétiser vers un mandat majoritaire pour le Parti québécois. Le chemin, il est libre. Ce sera un test intéressant à voir là, dans quelques jours à peine. Lundi, dans Arthabasca, il y aura cette élection partielle. Et même si certains candidats, pensons notamment au chef conservateur Éric Duhaime, essaient de discréditer un peu l'option souverainiste et à quel point, par exemple, Paul Saint-Pierre
Plamondon veut faire un référendum et va faire un référendum lors d'un premier mandat du Parti québécois. Eh bien, sur le tableau de bord là, de la stratégie politique du Parti québécois, mobiliser le vote des jeunes, là, il faut que ça arrive en tête de liste assurément et actuellement parce que ça va permettre, en tout cas, de concrétiser, peut-être d'augmenter même l'écart avec les autres partis là, qui, dans le cas des libéraux, vont incarner un certain renouveau avec l'arrivée de Pablo Rodriguez. Puis visiblement, il y a un certain impact dans les sondages. Parlant de renouveau, la CAQ va essayer de nous vendre ça dans quelques semaines à peine avec le remaniement ministériel. Est-ce que les Québécois achèteront cet argument-là? Je suis pas convaincu. Québec solidaire est encore empêtré là, dans une espèce de course à la direction, à la chefferie à deux têtes, pas une chefferie. C'est ça. Alors là, il y aura un défi d'organisation pour ce qui est de Québec solidaire. Et si Éric Duhaime ne remporte pas Arthabasca, tout va être encore une fois à refaire pour essayer de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Anne-André, c'est le légendaire bistrot à Jojo qui célèbre un anniversaire important. C'est 50 ans, une salle mythique à Montréal. Êtes-vous déjà allé, cher monsieur? Oui, plusieurs fois. C'est intime, c'est hyper important pour notre histoire ici au Québec et surtout à Montréal. On voyait le chansonnier 7 sur 7. C'est un peu ça qu'on retrouve là-bas, mais surtout de belles histoires. Puis on a un dossier qui est extraordinaire dans le Journal de Montréal présentement. Là, ce que vous voyez à l'écran pour les gens qui nous regardent à la télévision, mais c'est la guitare de Steve Hill qui a été encastrée dans le bar, rien de moins. Donc, elle est là en permanence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on relate un peu tous les spectacles qui ont été importants. Entre autres, Marjo qui s'est produite là-bas. On voit Jonas là, en ce moment. Jean Miller, qui est un acteur là, qui a fait ses débuts sur scène. On a laissé la place, on voit les Respectables, là, la place à des gens qui commençaient pour, entre autres, casser des spectacles. Vous savez ce que c'est, là? On essaie des chansons. Le Marjo a essayé de tester des chansons. Ça fonctionne ou pas. Bon, évidemment, ça a fonctionné pour elle. On voit Jerry Boulet. C'est un endroit qui est important. Moi, du côté de mon papa, le propriétaire a 64 ans du bistrot à Jojo. Mon papa a 65. Ce qui fait que lui, c'est vraiment un gars qui connaissait, qui a parti sa salle de spectacle, qui l'a modelé comme il aimait. Il voulait que ce soit intime. Il voulait que les gens aient accès aussi aux artistes, ce qui est le contraire de la salle où, si on parle au Centre Bell, là, des salles qui sont immenses, là, l'Olympia, par exemple. Ce qu'on veut, c'est avoir des petites foules pour pouvoir rencontrer l'artiste. Et ça se fait plus beaucoup à Montréal. Surtout qu'une salle a 50 ans, ça non plus, c'est pas des anniversaires qu'on fête souvent. C'est difficile pour les salles de spectacle de rentabiliser, louer les locaux, rester pignon sur rue. C'est sur Saint-Denis. Pas trop faire de bruit. Mais puis c'est pas facile. Imaginez si on avait perdu un trésor culturel comme ça pendant la pandémie, par exemple, ou ce qui en a suivi, là, tu sais. Il y en a puis un autre qui a fermé, ben oui. Tu comprends, là, tu peux plus faire tes représentations, puis là, quand tu réouvres, c'est des plexiglas, puis les règles, puis tu peux chanter avec un masque, pas de... Tu sais, ça a dû être un cauchemar pour des salles comme celle-là, puis de voir qu'elles sont passées au travers, non seulement ça, mais moi, je suis passé récemment sur Saint-Denis, puis le bistrot à Jojo, il y avait du monde, là. Il y avait du monde à la messe, puis il y en a tout le temps. Puis quand tu veux aller prendre un verre là, t'es mieux d'y aller puis d'attendre ton tour parce que c'est toujours plein. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir que les amateurs de musique sont au rendez-vous aussi. Et que les artistes veulent encore s'y produire aussi parce qu'il y a une marque de commerce qui s'appelle le bistrot à Jojo puis c'est encore là, pignon sur rue. Bref, si vous voulez en apprendre davantage, c'est vraiment un beau dossier qui relate plein d'événements importants, de gens qui commençaient dans le domaine puis que finalement, on a vu sur nos grandes scènes ici au Québec. Alors, bistrot à Jojo, un nom à retenir. On leur souhaite encore un autre 50 ans. Certainement. Des fois, ça existe. Moi, malheureusement, je me couche trop tôt pour aller au bistrot à Jojo.